Bonjour à tous et bienvenue. On va parler d'un personnage charismatique, d'un entraîneur qui suscite multiples fantasmes et rumeurs. Et donc aujourd'hui, on va essayer de savoir un peu ce qui est vrai et de comprendre un petit peu mieux le parcours de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors pour cela, j'ai passé pas mal d'appels, Pérou, surtout Équateur et également un petit peu au Chili, pour voir réellement si toutes les anecdotes, mythifications sur Sampaoli existent ou pas. N'ayant pas le degré d'expertise pour parler de toute sa carrière, notamment au Brésil ou à Séville parce que je n'ai pas eu les gens concernés, je vais fermer ma gueule là-dessus et je vais me concentrer sur quand même l'essentiel de sa carrière d'entraîneur, c'est-à-dire ses années au Pérou, là où il a commencé réellement sa carrière d'entraîneur, parce qu'on rappelle que Sampaoli était un joueur qui a malheureusement connu grave blessure tibia péroné, donc il est rentré très rapidement dans le coaching, il a coaché en division inférieure et dans chez les jeunes en Argentine, avant d'obtenir sa chance à l'étranger, c'était au Pérou, c'était un petit peu après les années 2000. Et d'ailleurs, sa première expérience, elle est très compliquée, 8 matchs, seulement une victoire, le club, il y a plein de soucis, le président qui se barre, donc c'est une expérience qui a été très très éphémère, mais plusieurs de ses joueurs l'ont recommandé, et c'est ainsi qu'il va signer dans un club honnête de première division péruvienne qui s'appelle Sport Boys. Et à partir de là, il y a une première mythification. C'est ici on dit Sampaoli a dormi chez les pompiers parce que c'était le club le moins fortuné de l'élite péruvienne, etc. Il n'y avait pas assez et tout. Alors la première chose qui est à dire, c'est qu'en effet Sampaoli est venu et rapidement a constitué un staff assez jeune, et tout de suite il a imprimé une marque et une passion pour le foot incroyable. Et cette passion, en effet, elle l'a amené, dans sa jeune carrière d'entraîneur, à accepter des contrats très très mal payés, où en plus de ça, il reversait une partie de son salaire à son staff, afin d'avoir une certaine équité, ce qui montre quand même certains principes. Et donc on est venu une rumeur qui était sortie dans plusieurs journaux péruviens que Jorge Sampaoli, il n'y avait tellement pas assez d'argent que quand il payait tout le monde, il n'avait pas assez pour bouffer, et donc pour éviter de payer le logement, il avait logé dans une caserne de pompiers. Mais en fait c'est pas vraiment ça, parce que plusieurs années plus tard, il y en a qui te disent non c'est pas vrai et tout. Donc en appelant, moi on m'a expliqué la version qui a été quand même corroborée par plusieurs personnes, c'est qu'en gros il a logé en effet dans un autre lieu qui en fait était à côté, avec la caserne de pompiers où il y avait des logements un peu communs. Et donc il y avait des corridors communs, mais il n'était pas réellement chez les pompiers. Pourquoi je vous donne cette anecdote-là? Parce que cette anecdote, elle est très connue autour de Sampaoli et elle montre un peu la mythification qu'on peut faire. Parce qu'à l'instar d'Abielsa, Sampaoli c'est quelqu'un en effet bigger than reality. C'est quelqu'un qui dépasse la norme, qui n'est pas justement dans la norme. C'est-à-dire que contrairement à la majorité des gens, indépendamment des entraîneurs, où tu as des actions qui sont attendues, avec Sampaoli tu ne sais pas à quoi t'attendre. Pourquoi? Parce que avant toute chose, et certains vont dire il est fou, il est excessif ou que sais-je, il est d'abord fou de football. Il est amoureux de football. Et quand tu commences à te renseigner sur ce qu'il a fait au Pérou, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il arrive à Sport Boys, il va y passer un petit moment, et puis ensuite il va aller à Bolognesi. Donc c'est là il va commencer un peu à se révéler, avec un football déjà très offensif, mais surtout des méthodes complètement novatrices, en termes de préparation physique, et surtout en termes de préparation de match. C'est l'un des premiers coachs en Amérique du Sud, et notamment au Pérou, qui a quand même un léger retard footballistique, contrairement à d'autres prestigieux voisins, et il va instaurer énormément de vidéos. Ça a été un pionnier dans l'analyse de match à ce niveau-là. Alors certains diront évidemment disciple de Bielsa. Bielsa refusera cela en disant qu'il ne peut pas être son disciple parce que Sampaoli est meilleur que lui, parce que contrairement à lui, Sampaoli est capable de s'adapter et quelque part à un moment donné de ne pas trop s'amouracher de ses idées. Bielsa a une phrase magnifique où je trouve qu'elle sert pour plein de choses. Il dit l'un des grands problèmes, l'un des gros soucis que tu peux avoir, c'est quand tu deviens trop amoureux de ta propre idée. Et donc, quelque part, tu deviens ensuite aveuglé par tes certitudes. Et Sampaoli le dit, il a beaucoup appris en effet d'un Bielsa. Mais comme je vous dis, le comparatif c'est que sur ces deux personnages-là, parce que c'est vrai qu'ils ont une manière de vivre le foot qui est différente, qui est peut-être exubérante, certains vont te dire que c'est trop, avec notamment une capacité de travail herculéenne, et derrière, on va faire plein d'histoires. Les pompiers, que sais-je encore. Et là, ce qui est très intéressant sur Sampaoli, donc il progresse d'année en année au Pérou, il commence à se faire un nom, et il va rejoindre un des trois grands clubs du Pérou. Au Pérou, il y a les trois géants. Tu as Universitario, tu as l'Alianza Lima, et tu as Cristal. Et donc il va rejoindre le club de Cristal, où ça va très très mal se passer. Alors pourquoi? C'est parce que déjà tu avais un club où il avait demandé des départs. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, et si il veut des départs, que ça soit pas uniquement chez les joueurs, mais par exemple dans le staff ou chez les employés, il va y aller frontal avec les dirigeants, toujours en expliquant.
Et là, il avait demandé des départs, on avait dit non, c'était des joueurs qui avaient quand même de bonnes payes. Lui avait instauré un rythme d'entraînement, plusieurs entraînements par jour, et beaucoup de travail physique et également de vidéo. Il y a eu une espèce de mutinerie de certains leaders, et donc ça a tourné vinaigre, et il a fait que quelques mois à Crystal, et donc il y avait la question, est-ce que Sampaoli peut driver justement des joueurs avec cet ego et avec déjà un statut? Parce que ce qu'il avait fait avant, c'était surtout de la post-formation, et également avec des joueurs un peu méconnus. Sauf que sa cote elle monte, et au Pérou c'était devenu l'un des meilleurs entraîneurs du championnat. Alors il va rapidement retrouver un poste en Amérique du Sud, parce que Sampaoli est en plus un mec qui est bien connecté niveau agent. Il va rejoindre O'Higgins, un club au Chili. Alors c'est pas le top du Chili, c'est pas Colo Colo, c'est pas la de Chile, c'est pas l'Universidad Católica, mais c'était un club correct où, pareil, il va commencer à poser les bases de ce qui deviendra ensuite l'énorme succès qu'il connaîtra au Chili, avec un jeu très offensif, je coulisse, tu coulisses, et déjà encore beaucoup de boulot. Mais il y a aussi un truc assez curieux qui va se passer là, c'est qu'il va se mêler aussi de la vie de ses joueurs, de la vie privée. Alors vous allez me dire sur les sorties, non, il va se mêler, par exemple, il ne comprenait pas certains qui venaient juste un peu ric-rac à l'heure. Et il a fait pareil ensuite en Équateur. Et donc, il a demandé au club, des fois, de faire déménager les joueurs, parce que certains, en fait, habitaient trop loin. Et en fait, il a essayé de se mettre... Ça, il a commencé à Ramon Higgins, mais on l'a surtout dit en Équateur, à essayer de comprendre la vie privée de ses joueurs, pour ensuite voir comment adapter son discours aussi. Parce qu'au fur et à mesure des années, forcément, le très exubérant Sampaoli, qui regardait un match depuis un arbre, ça c'était une photo en Argentine qui avait fait le tour des gazettes, et ben je vais pas dire qu'il va s'assagir, mais forcément il va évoluer, et la dimension psychologique va prendre de plus en plus d'importance, indépendamment de la tactique et tout ça. Et c'est vrai que des fois il va être sur le dos de plein de mecs. Il y a notamment des exemples où on te dit, il invite un joueur à manger, et donc le joueur arrive, et sauf qu'en fait, ils vont manger, ça va durer 15 minutes, et en fait, il a plusieurs postes de télé où tu vois des matchs, et plusieurs tableaux avec des schémas, etc. Il va parler de foot, jusqu'à presque l'overdose. Comme le disait le père d'Ander Herrera à propos de Bielsa, il me dit, Bielsa est un terroriste du foot. Dans le sens, il me dit, c'est tout le temps ça, tout le temps, il n'y a jamais de pause. Sampaoli, c'est à ce niveau-là. Et donc, c'est là où c'est très intéressant sa carrière sud-américaine. Il fait à O'Higgins. Bon, il n'a pas les succès non plus escomptés, mais dans le style et dans tout ça, quand tu parles aux gens, tout le monde te dit, hey, l'équipe de Higgins de l'époque, elle a marqué quand même. Parce que, justement, elle a pris quelques gros cartons, ça s'est peut-être pas super bien fini, mais elle dégageait quelque chose. Ensuite, il va chez un des très grands d'Équateur. Alors, l'Équateur, peut-être un peu moins fort en Amérique du Sud, je veux bien, mais Emelec, c'est le gros classique au Barcelona. Ils vont terminer vice-champion, ça va peut-être pas super bien se passer en Libertadores, mais encore une fois, gros style de jeu et tout. Donc on peut pas dire non plus que c'est un échec, sachant que ils vont marquer énormément de points, ils perdent sur le final le titre. Et à partir de là, quand tu vas sur des clubs pareils, que tu as déjà fait Cristal au Pérou, qui est quand même un grand, et Emelec en Équateur, pareil, alors vous allez me dire, il manque le titre, et ben il arrive, la Universidad de Chile, retour au Chili. Au Chili, c'est un des plus grands clubs quand même du Chili, et même je dirais d'Amérique du Sud, c'est un club mythique là-haut, et là, il va quasiment tout gagner. Le titre évidemment national, titre continental, la Sudamericana, il va faire semi-finaliste de Libertadores, avec un jeu évidemment à pleurer, Vargas, Aranguis et d'autres. Alors là, pour tous ceux qui ont suivi le football à cette époque, dont Lucarne Posé qui vous le racontera bien mieux que moi, Nicolas Faure vous le racontera bien mieux que moi, bref, c'est un bonheur qui va ensuite aboutir à son arrivée à la sélection chilienne. Et là, j'ai envie de dire, la Copa América de 2015, la participation mondiale, bref, c'est un peu l'âge d'or de Sampaoli, et c'est un peu la suite de ce qu'a fait Marcelo Bielsa au Chili de 2007 à 2011, qui reprend un peu et tout ça. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on connaît. Et à partir de là, il y a aussi ensuite son expérience en Argentine, qui s'est pas très bien passé, mais dans la sélection argentine, quel entraîneur aujourd'hui peut dompter cette sélection, l'Albi Celeste, son contexte, ses déboires et le fardeau qu'elle porte sur ses épaules. Il y a un peu une malédiction du football argentin à travers sa sélection, mais on pourra en reparler dans d'autres vidéos avec pas mal de spécialistes. Mais pour revenir à Sampaoli au Chili, ce qui est très intéressant, c'est aussi sa relation avec les joueurs. Parce qu'on entend souvent, il est fou, c'est vrai qu'en conférence de presse, parfois en entretien, il va balancer d'énormes trucs avec une franchise désarmante et je trouve rafraîchissante de donner véritablement des histoires. Alors, on se rappelle sans doute avec Vidal, cette relation qu'il a eue, je dirais quand même assez fusionnelle, où notamment il essayait d'aider Vidal contre ses problèmes d'alcool, parce qu'à un moment donné, l'alcool est une maladie quand on est dépendant comme Vidal l'était, c'est-à-dire même dans l'avion, etc., il ne pouvait pas s'empêcher de boire, etc. Et c'est vrai que cette équipe du Chili qui avait tant gagné, ensuite elle s'est liquéfiée avec des joueurs qui étaient plus intéressés pour boire et faire des soirées que pour en jouer, et se dépasser.
Alors certains vont peut-être dire que c'est justement ça la limite de la méthode Sampaoli, c'est-à-dire que ça a marché un moment, mais au moment où il y a peut-être du succès, certains ne vont pas accrocher à son amour irraisonné et déraisonnable du football et les sacrifices que cela demande. Mais je vais répondre que ce n'est pas des sacrifices quand tu es joueur de foot, juste des efforts, les sacrifices c'est autre chose, et que deuxièmement, tu as quand même l'immense majorité des joueurs, et l'immense majorité des gens à qui tu parles, qui te disent que Sampaoli, ils peuvent lui reprocher tout ce que tu veux. La tactique, qui travaille trop. Personne ne va te reprocher qu'il n'est pas franc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te dire en face les choses. Alors peut-être que ça a clashé très souvent avec ses dirigeants. Il est vrai quand même qu'il a une tendance à vouloir contrôler et à ne pas faire certains compromis vis-à-vis des dirigeants. On l'a vu récemment un petit peu au Brésil, ça il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Et si tu aimes le foot, tu ne peux quasiment que progresser. Mais moi, quand j'ai passé un peu tous mes appels, etc., quelques joueurs, et journalistes, etc., ils m'ont tous dit une chose, Sampaoli, le but de Sampaoli, c'est convaincre les joueurs. Et c'est vrai que c'est ça, au final, le but d'un entraîneur. C'est-à-dire que tu peux tout demander à tes joueurs au moment où ils sont convaincus par toi, par ton discours, par ce que tu dégages. Et c'est là où il était très fort. C'est que globalement, il a réussi à convaincre des mecs qui avaient même perdu un peu l'amour du foot. On peut penser à Nasri, par exemple, aussi à Séville. Mais on peut penser aussi à des jeunes pousses qui étaient peut-être pas forcément les plus travailleurs du monde. Je pense notamment au Chili, parce que Vargas s'est quand même rapidement reposé sur ses lauriers. T'en as d'autres comme Aranguis, il les a aidés ensuite. Aranguis, quel joueur. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et c'est vrai que notamment pour les jeunes, il a été merveilleux parce qu'il permet une progression des joueurs, ce qui fait que d'ailleurs les clubs où il a été souvent ont réussi à vendre des joueurs derrière parce qu'ils avaient été valorisés par Sampaoli, notamment par ce football offensif, par cette idée de pressing, par cette idée de dépassement de fonction, et que sais-je encore. Et en fait, là où il est fort, c'est qu'il a réussi à convaincre ses joueurs. Alors, convaincre sur la durée, c'est peut-être plus compliqué, question de mentalité, question est-ce que tu as le niveau, on va dire est-ce que tu as l'exigence au niveau mental de te surpasser tout le temps et d'accepter tout ça, de recevoir des vidéos par WhatsApp, etc. C'est un mec, on m'a expliqué, qui va préparer des montages avec son équipe, individuels, collectifs, etc. Et que le joueur qui est demandeur, il va adorer. Celui qui n'est pas demandeur et qui n'a pas l'habitude de trop bosser, va falloir arriver à le convaincre. Et donc, c'était un peu comme Bielsa à l'époque avec Benjamin Mendy. Bon, rappelez-vous cette anecdote où Mendy au début n'était pas intéressé par les séances vidéo et Bielsa va rien lui dire, il le laisse dormir, etc. Jusqu'au moment où Mendy va y aller de lui-même. Et comme Bielsa disait, eh ben, je ne l'ai jamais forcé à le faire parce que si je le forçais, mais ça ne serait jamais venu de lui. Et cette idée de psychologie-là que Sampaoli a développée au fil des années, il a aussi pris pas mal de cours aussi à ce sujet-là, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un de très intelligent. Alors, il peut avoir une apparence, certains vont dire, vont retenir ses coups de gueule, ses gros muscles ou ses tatouages ou que sais-je, qui font partie du personnage, en effet, mais derrière, tu as une énorme réflexion, une capacité d'adaptation aussi au niveau tactique. Alors évidemment, pas tout est parfait dans sa carrière, on peut revenir sur l'Argentine, sur que sais-je encore, peut-être qu'il y a une usure rapidement avec un groupe, mais ce qui est indécrottable et ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à convaincre l'immense majorité des joueurs que c'était un bon gars et que le football qu'il véhiculait et les efforts nécessaires pour cela, eh ben, il fallait le faire. Parce que quelque part, moi c'est aussi un autre truc qu'on m'a dit, c'est que beaucoup ont aimé Sampaoli parce qu'ils se sont amusés. Il y a une notion de plaisir, c'est pas simplement on va jouer pour... Un joueur prend, je te parlais de mon titre perso au basket, tu prends du plaisir quand tu sens que tu progresses. Tu prends du plaisir quand tu dis putain je suis meilleur qu'hier. Et même si le gars m'a fait souffrir et me fait courir comme pas possible, je suis content. Bref, en attendant, bonne chance à l'Olympique de Marseille, bonne chance à lui. Et voyez, on peut parler foot parce qu'avec Sampaoli, indépendamment de certains travers, il n'y a pas de problème. C'est aussi avant tout quelqu'un qui respire pour le foot et pour le beautiful game. Et rien que pour ça, j'espère qu'il réussira. A bientôt!